Bettina Laville, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente d'honneur et fondatrice du Comité 21, qui a été créé en 1995, qui, depuis déjà un certain nombre d'années, est un acteur engagé dans les questions de développement durable. Et vous-même, à titre personnel, vous êtes également présente dans un certain nombre d'écosystèmes sur ces sujets. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être brièvement pour commencer quelles sont les principales missions du Comité 21 ? Bien sûr, le Comité 21 a été fondé entre 92 et 95 dans la suite de la conférence de Rio, dont j'avais personnellement la charge d'être coordonnatrice pour l'État, puisque c'était ma partie carrière dans l'État. Et ensuite, nous avons considéré, comme d'ailleurs beaucoup de pays, qu'il fallait qu'il y ait une association qui remplisse les buts, les objectifs pour la France de l'Agenda 21. Donc nous avons créé avec Mme Veil et Mme Bouchardot cette organisation qui a 5 collèges, alors qu'il y avait 5 collèges, c'est-à-dire entreprises, collectivités locales, associations et monde universitaire et l'État. Mais depuis certaines réformes publiques, l'État n'a pas le droit de faire partie d'associations. Donc nous avons remplacé, d'ailleurs je trouve que c'est un bon remplacement, l'État par les citoyens, et donc nous avons un collège citoyen. Nous avons une série de programmes, et c'est vrai que depuis bientôt 30 ans, nous avons, je crois, éduqué au développement durable un certain nombre de collectivités, d'entreprises. Enfin, je ne recommence pas tous nos acteurs. Nous avons 450 membres aujourd'hui. Et nous avons quelques grands programmes phares qui sont aujourd'hui l'adaptation au changement climatique, la sobriété, le rôle des parties prenantes et évidemment tout ce qui est objectif de développement durable. Et aussi, nous travaillons sur les territoires. Nous sommes la première association à avoir mêlé territoires et entreprises, etc., avec une antenne qui, elle aussi, a 15 ans maintenant, qui est une antenne dans les Pays de Loire, et nous sommes en train d'ouvrir un certain nombre d'autres antennes. Et vous appelez à un changement de modèle qui parvienne à concilier la justice sociale et la transition environnementale, qui est en plein dans le sujet du forum Convergence 3.0. Comment, en point clé, on peut résoudre cette équation qui parfois peut paraître extrêmement difficile à traiter? Elle ne peut pas paraître difficile, elle est difficile, voilà. Mais si vous voulez, en fait, on suit depuis maintenant 5 ans tout un cycle. On a sorti un rapport juste après le confinement et la pandémie sur les changements sociétaux. Nous avons sorti pratiquement en même temps un travail sur ce qu'on a appelé la grande transformation. Et là, nous voulions dire qu'on n'était plus au stade de la transition, on était vraiment au stade de la transformation. Après, on a sorti un certain nombre de notes, en particulier sur la sobriété, ça, je crois, un peu avant que tout le monde en parle. Oui. Et en fait, également sur l'adaptation, comme je vous l'ai dit. Et en fait, c'est un petit peu les deux grands piliers, en fait, de ce changement de modèle. Alors, j'ai dit tout à l'heure dans un atelier que je ne sais pas vraiment si c'est un changement de modèle, parce qu'encore faudrait-il qu'il y ait un modèle. Je ne suis pas sûre que de toute façon notre modèle en ce moment économique explose au niveau occidental, justement à cause de ce dont vous parliez, c'est-à-dire la difficulté de décliner ensemble, d'une part, le progrès. Mais quel progrès? Progrès pour l'humanité n'est pas forcément le progrès économique. Et d'autre part, effectivement, la sauvegarde de la planète et la justice sociale. Alors pour l'instant, la justice sociale, finalement, elle se fait un peu par un certain nombre de lois. La justice climatique, en revanche, se fait par le contentieux. Et c'est un petit peu cela qu'on interroge dans le rapport Nouveau Modèle qui va paraître le 5 octobre prochain, en disant qu'il faut dépasser ces affaires de contentieux pour refonder. Moi, je n'ai pas envie d'appeler ça un modèle, mais des modèles. Mais en tout cas, à l'intérieur de ces modèles multiples, il faut, alors certains appellent cela alliance, d'autres consensus. Moi, j'aime bien l'idée de bien commun. Et je pense personnellement que
l'intérêt général qui fonde notre modèle sociétal et notre modèle démocratique est un tout petit peu essoufflé parce que les gens on y croient de moins en moins malheureusement et je crois personnellement beaucoup à l'idée de bien commun. D'accord, donc dans la multitude des initiatives et des modèles qui cohabitent aujourd'hui, c'est finalement d'identifier les signaux du modèle d'avenir pour accompagner sa montée en puissance. C'est un petit peu ça ce qu'on entend par changement de modèle? Oui, alors vous savez, rien qu'en écrivant ce rapport, nous nous rendons compte d'abord du chemin depuis simplement 2 petites années, c'est-à-dire la parution pour nous du rapport transformation. Je vais donner 2 exemples. Premièrement, il y a eu un certain nombre de conflits sociaux extrêmement durs, du renouveau des syndicats, par exemple, qu'on avait finalement, on n'y croyait plus. Et deuxièmement, quelque chose aussi de très important, c'est qu'au niveau mondial, par exemple, au moment de la fondation du Comité 21, il faut bien dire qu'il y avait une certaine unité qui était, à mon avis, factice. Enfin, ça, c'est autre chose, puisqu'on était après la chute du mur de Berlin, d'une part, et d'autre part, dans une recomposition internationale. Aujourd'hui, on est vraiment dans un morcellement. Et tout le défi, c'est de créer, de recréer, d'essayer de reconstruire, je ne dirais pas une certaine universalité, n'exagérons pas, mais un langage commun, en fait, par rapport à ces univers qui explosent et qui chacun revendique une puissance. Et le grand paradoxe, c'est que nous n'avons, c'est la fameuse formule, nous n'avons qu'une seule terre, etc. Nous n'avons qu'une seule terre, sauf finalement, beaucoup de gens veulent se l'approprier, je dirais la cultiver, épuiser ses ressources de façon tout à fait différente. Et c'est vraiment ça le grand problème. Et je pense qu'à partir justement de cette société civile, et le Comité 21 est vraiment le comité de la société civile, avec tous ses acteurs et ses parties prenantes, on doit repartir à la base pour essayer finalement de rendre attractif ce modèle qui, en 92, se promettait d'agir du global au local et du local au global. Oui. Et les entreprises, par rapport au rôle qu'elles peuvent jouer, parce qu'elles sont très nombreuses aujourd'hui à s'emparer de la question de changement de modèle. On voit la Convention des entreprises pour le climat, le Grand Défi, bien d'autres initiatives. Pour les entreprises qui nous écoutent, quelles seraient les clés de succès ou le point que vous aimeriez mettre en avant dans le rôle qu'elles peuvent jouer ? Alors, moi, je pense qu'il y a un point dont on ne parle pas assez, ça va être un axe de notre proposition, c'est la reconnaissance et la conscience de la fragilité. Ça, je trouve ça extrêmement important. Fragilité, je dirais, matérielle, fragilité dans le temps. Et ça, c'est tout à fait important. Alors, ça a l'air d'être une définition négative. Non, ce n'est pas une définition négative parce qu'il y a aussi une volonté d'engagement. Et aujourd'hui, on reconnaît enfin que la volonté d'engagement, elle ne vient pas simplement, et c'était beaucoup le défaut, pas du Grand Défi, mais de la Convention citoyenne, elle vient véritablement des salariés, parce que les salariés sont les citoyens, si vous voulez. On n'est pas morcelés chacun, on a chacun, je veux dire... voilà, moi je suis intervenante quand j'interviens avec vous, je vais être citoyenne ou bien voyageuse quand je prends le métro, etc. Et tout le monde est comme ça. Bon. Donc ça, si vous voulez, le lien entre les salariés qui, dans leur vie de citoyen, se rendent compte des contradictions et veulent changer finalement, oui, de modèle de société, c'est très très important et c'est la richesse des entreprises. Par ailleurs, les entreprises sont évidemment... assujettis à un certain nombre d'obligations et là il doit y avoir comment dirais-je, des contrôles pour être certaines, malgré la difficulté d'ailleurs, qu'elles les respectent. Et ça, aujourd'hui, la fonction de vigilance, avec le devoir de vigilance, a beaucoup progressé, mais n'est peut-être pas encore suffisante. Et d'autre part, pour les petites et moyennes entreprises qui, en particulier, vont être atteintes par la directive CSRD dans 3 ans, eh bien là, il y a un univers énorme à faire et surtout un effort extraordinaire de formation, mais il y a d'immenses... comment dirais-je, bonne volonté et aussi de capacité d'avancer. Alors,
pour terminer, on va rappeler les livrables que l'on pourra retrouver prochainement. Vous avez mentionné le rapport qui va sortir en fin d'année, qui est un rapport avec en octobre. Open Enfin, ça dépend ce qu'on entend par la fin d'année. Mais en on octobre, y est presque voilà. en tout cas, Voilà. avec Open Diplomacy. C'est bien ça, donc on pourra le retrouver sur Non, c'est sur pas leur site. c'est pas un travail commun du tout avec Open Diplomacy. C'est dans le cadre des rencontres du développement durable organisées par Open Diplomacy que nous allons présenter ce rapport. Mais c'est un travail du comité 21 pour lequel depuis 18 mois, tous nos collèges travaillent à la fois collège par collège et ensemble. D'accord, donc à retrouver sur le site Comité 21 au mois d'octobre. Voilà. Et un livre, je crois, qui est en travaux, à apparaître pour 2025. Mais je ne sais pas du tout à quoi vous faites allusion. Donc, mais vous savez, je ne suis plus présidente. Il me semblait que vous travailliez... Je suis Philippe de Sertine. Non, moi je travaille personnellement à un livre qui effectivement paraîtra non pas en 2025 mais en 2024. Mais ça, c'est un travail personnel en dehors du comité 21 et c'est un peu à la fois comment dirais-je, un retour un peu sur mon expérience et puis une tentative quand même d'espoir par rapport à une génération qui est dans l'éco-anxiété et à qui il faut présenter des chemins. Alors, présenter des chemins, ça fait un peu tutélaire, mais dont on doit, nous, avec l'expérience qu'on a, on doit les rendre conscients que oui, ça sera très difficile, mais qu'il y a des chemins. Très bien, donc un livre personnel à suivre dès l'année prochaine. Merci beaucoup, Bettina. Merci à vous. Et bon forum. Merci. Souba Manoharan Brunel, bonjour. Bonjour. Tu es la cofondatrice et présidente de l'association Les Impactrices qui a été créée en 2017, c'est bien ça. Et l'association se focalise sur la justice et l'égalité des genres. Et avant de venir vraiment à la mission de l'association, j'aimerais que tu nous racontes, d'un point de vue un peu chronologique, quels ont été les déclics qui personnellement t'ont amené à t'engager dans la création de cette association. Oui, déjà merci pour l'invitation. En effet, c'est une série de déclics que j'ai eus, notamment depuis mon école de commerce, etc. Mais c'est vrai que ça s'est accéléré quand j'étais directrice RSE dans un grand groupe et que je me suis rendu compte de la sous-représentation des femmes dans ces tables de décision dans les entreprises. Donc, directrice RSE, l'autre personne, femme avec moi, était la directrice com. Et en face de nous, on avait 14 hommes décisionnaires de l'entreprise. Et clairement, au-dessus, c'est le COMEX, il n'y avait aucune femme. Historiquement, il n'y en a jamais eu. Et donc déjà, j'avais cet enjeu-là en tête. Et c'est vrai qu'à ma grossesse, il y a eu un autre déclic sur l'urgence climatique et qui fait qu'à l'intersection de ces deux enjeux, c'est-à-dire cette représentation des femmes dans les sphères de décision et le fait qu'il y a une urgence climatique, du coup une urgence à agir, à co-créer des solutions ensemble, c'est de là aussi qu'est née les Impactrices. Donc c'était à l'intersection des enjeux climatiques et du coup de la représentation, promouvoir la place des femmes dans la transition écologique pour avoir une transition écologique qui soit plus juste, plus innovante et surtout plus inclusive. Plus innovante par l'intelligence collective et la diversité. Exact. Et dans nos échanges précédents, tu m'avais aussi indiqué que les femmes étaient plus particulièrement exposées aux risques liés au dérèglement climatique ou à toute forme finalement de crise liée aux transitions. Exactement. En fait, chez les Impactrices, on part du constat que les femmes sont impactées de façon disproportionnée face aux désastres climatiques. Par exemple, elles ont de 5 à 14 fois plus de risques de mourir face à un désastre climatique. Et ça, c'est lié aux inégalités déjà existantes qui sont structurelles, institutionnelles, liées aux droits des femmes notamment. Et en fait, ces inégalités sont renforcées dès qu'il y a une crise, qu'elle soit climatique, politique. On l'a vu aussi avec le Covid. Et donc, du coup, ce renforcement de ces inégalités fait que souvent les femmes se retrouvent en première ligne et du coup disproportionnellement impactées. On l'a vu récemment avec le Covid, qui était en première ligne, en règle générale, en grande majorité ce sont les femmes, et qui étaient aux tables de décision, que ce soit au comité scientifique de l'Élysée. Il y avait une fameuse photo où on voit une trentaine de personnes, pas une seule femme dessus, ou encore la photo dans les magazines, ils imaginent le monde de demain, il y a 4 hommes en plus d'un certain âge, donc
donc le monde de demain, voilà. Donc sans, encore une fois, représentation des femmes. Et c'est encore sur cet enjeu-là que travaillent les impactrices. Donc c'est vraiment pour promouvoir la place des femmes et faire comprendre que sans cette diversité-là, on ne pourra pas trouver des solutions du coup innovantes. Et alors, du coup, l'association, elle est structurée comment? Et vous avez combien d'adhérents, de partenaires? Du coup, on existe donc depuis 2017. En 5 ans, on a accompagné 487 femmes, on les a formées et on les a accompagnées dans leur leadership pour qu'elles prennent leur juste place dans la transition écologique. Et comment ça se passe concrètement? C'est qu'on a 3 axes d'activité. Le premier, c'est un axe qui s'appelle Inspirer, le second, Accompagner et le dernier, Connecter. Inspirer, on a un festival et un média qui permet de créer du contenu, de visibiliser ces voix de femmes et leurs projets à impact et surtout de sensibiliser pourquoi nous on parle du défi climatique à travers le prisme du genre, à travers l'empouvoirment des femmes. Donc ça, c'est vraiment un objectif de sensibilisation et d'information. Le second, c'est accompagner. Donc on a des programmes de formation, encore une fois, qui accompagnent les femmes dans leurs projets impact et surtout pour qu'elles comprennent les enjeux entre climat et leur place et le fait que leur voix est nécessaire pour cette transition. Et enfin, le dernier, Connecter. Du coup, ce dernier, c'est un réseau en fait national où du coup on connecte les membres à nos partenaires. Notamment là, aujourd'hui, on est au Forum Convergence, qui est un de nos partenaires chez les impactrices. Et donc, du coup, pour œuvrer tous ensemble et tout ensemble pour une action climat plus juste et innovante. Est-ce que tu aurais un exemple à nous partager de projets accompagnés, de réalisation? Eh bien, dernièrement, par exemple, ça peut être aussi bien un projet, donc une personne qui s'est lancée sur la fabrication de thé zéro déchet, d'ailleurs qui s'appelle Absoluté, c'est très bon. Et donc, du coup, en fait, elle a réussi à faire du thé en poudre. Donc, il y a eu beaucoup de recherche et développement d'innovation, etc. derrière pour permettre de créer cette innovation. Et encore une fois, c'est de l'entrepreneuriat féminin. Du coup, elle va jusqu'au bout de sa logique, et c'est-à-dire qu'elle rémunère à juste prix aussi les personnes, et notamment dans les plantations de thé, du coup, qui sont rémunérées à juste prix, quoi. D'accord, alors ça fait déjà beaucoup de femmes qui ont été accompagnées, donc plein de projets qui essaiment. Est-ce que vous projetez un réseau alumni, un suivi au long cours? Alors en effet, aujourd'hui, c'est une communauté. Du coup, on espère faire, notamment l'année prochaine, et c'est aussi pour ça qu'on est là, on cherche des financements pour notamment un documentaire. Et ce documentaire permettrait de mettre en lumière ces voix plurielles, ces projets à impact, et le fait que souvent, ce sont des femmes premières impactées. Souvent, elles sont dans les banlieues ou dans les campagnes, elles sont dans des milieux pas privilégiés, etc. Et pourtant, ce qu'elles font, c'est extraordinaire. Et encore une fois, elles sont les premières impactées du dérèglement climatique. Et l'enjeu de ce documentaire, c'est les mettre en lumière et mettre leurs projets pour faire comprendre que, en fait, c'est elles aussi la solution, la clé pour des solutions innovantes. Et on peut en profiter justement pour faire un appel à des partenaires éventuellement qui voudraient contribuer. Le besoin financier, il est de combien et qui peut participer? Est-ce que ce sont des entreprises? Est-ce que du public ou tout le monde peut-être est bienvenu? Exactement. Donc, en effet, on a du coup l'équipe organisatrice, pour l'organisation, l'équipe de script et réalisatrice qui est déjà prête. Et l'idée, c'est de rassembler pour le premier montant, la première phase, 37 000 €, ce qui nous permet de payer tout le monde et du coup de faire émerger ce documentaire dès l'année prochaine. Pour ça, en effet, ce serait des financements et des subventions publiques, institutionnelles, mais aussi on aimerait lancer une campagne de crowdfunding et donc voilà, pour permettre l'émergence de ce nouveau documentaire. D'accord, donc 2024, le projet de documentaire plus la continuité de tout ce qui a été initié. À 3-5 ans, l'ambition de l'association, ça serait d'atteindre quoi? Quel objectif? L'objectif, en fait, si on continue vers ce développement un peu organique qu'on fait déjà depuis 5 ans, c'est d'atteindre 1000 leaders climat, 1000 nouvelles leaders climat, qui, après notre formation, sont en fait sur un annuaire, un peu comme les expertes. L'annuaire des expertes pour les personnes qui connaissent. L'idée étant de mettre encore une fois des voix, et notamment des voix plurielles et issues de la diversité, parce que c'est vraiment de la diversité que va naître l'innovation. Et l'innovation, on en a vraiment besoin pour l'urgence climatique. Donc on a besoin de ces voix-là et de ces projets-là. Et du coup, si on a des financements, on aimerait avoir pour ambition à 5 ans de faire émerger 10 000 leaders climat. Donc nous, notre mantra, c'est vraiment les impactrices, c'est la fabrique des leaders climat.
D'accord. Donc ces leaders demain qui ont vocation à prendre la parole, à s'engager, prendre des responsabilités. Exactement, à être dans ces fameuses tables de décision, à ces fameuses tables de discussion, pour que plus jamais, en fait, on ne voit des tables où les femmes, et c'est surtout ces accélératrices du changement, soient sous-représentées, voire absentes, surtout quand il s'agit de climat, de l'ESS ou de l'impact, tout ce qui est dans l'univers de la transition écologique, quoi. Très bien, merci beaucoup Soba. De rien, merci à toi. Luc Beyer, bonjour. Bonjour. Donc, Luc, tu es fondateur d'Annabel Group, qui est un groupe technologique et industriel sur des compétences très pointues. Est-ce que tu peux brièvement nous situer un petit peu le champ de compétences ? Oui, alors Annabel Group, effectivement, un groupe qui regroupe un certain nombre de sociétés d'activités différentes, mais en fait dont le liant, c'est les produits et services pour la sobriété des industries. Donc on fait Sofracer Maintenance, c'est une activité de maintenance pour l'efficacité énergétique. On va venir entretenir les systèmes d'échange de chaleur dans les industries et donc éviter les consommations, éviter d'abîmer les chaudières, les échangeurs. Et puis Sofracer est un leader mondial de la mesure de viscosité en process qui permet d'optimiser les procédés de fabrication et surtout d'éviter les mauvaises productions, donc les gaspillages. Et puis Anaël est une société qui distribue des matériels de mesure et d'analyse en ligne, en France, donc pour éviter les pollutions. C'est des mesures en continu des émissions des industries. Voilà. Et puis le groupe lui-même a une petite activité de conseil et a développé un espace de coworking. Ça représente combien de collaboratrices, collaborateurs ? 35 personnes. Ouais. Donc une structure, un groupe qui existe maintenant depuis combien d'années ? Alors, Annabel Group a été créée en 2008, mais en fait, c'est le résultat d'une transformation d'une société au départ qui était patrimoniale, qui s'appelait Sofracer, et dont j'ai pris la direction il y a 23 ans maintenant, et que j'ai emmené vers une conversion écologique et sociale progressivement. Et alors, pour ce faire, quel a été, en termes de management, de gouvernance, l'évolution dans cette reprise d'activité et cette volonté d'aller vers des impacts écologiques importants ? Alors, la première expérimentation que j'ai faite, c'était avec Anaël. En fait, j'ai externalisé le service commercial de Sofracer en m'associant à des commerciaux et des fournisseurs. Et c'est-à-dire que pour la première fois, j'ai évalué les parties prenantes les plus impactantes et je les ai associées au capital en leur laissant la majorité. C'est-à-dire qu'en créant ça, je n'ai pas pris la majorité contre l'avis des avocats, des experts comptables et des commissaires aux comptes, qui disaient qu'il fallait absolument un capitaine à bord. Et cette expérience a été un succès, un grand succès. Donc quand j'ai racheté la société, puis que je l'ai réorganisée, en séparant les différentes activités, comme Sofracer Maintenance, j'ai associé les salariés et je leur ai laissé la majorité d'entrée de jeu. Parce qu'une activité de maintenance, ce sont des chefs d'équipe qui sont leurs propres patrons toute la semaine. Et c'est un petit peu... Nous, on propose une communauté de moyens et de compétences sur lesquels ils se reposent. Donc, ils n'ont pas à gérer l'administratif, ils n'ont pas à gérer les ressources humaines, ils ont à gérer leur métier et leurs équipes. Et ce changement de gouvernance et d'actionnariat, il s'est étalé sur quelle durée ? Et puis, est-ce que vous étiez accompagné par des cabinets, des consultants pour ce faire ? Non, en fait... je me suis beaucoup inspiré. Alors, je suis membre des centres des jeunes dirigeants d'entreprise, le CJD, depuis que je suis arrivé, donc depuis 2000. Et là, ce qui était très inspirant, c'est dans le début des années 2000, c'était la performance globale. Et c'est l'application du développement durable à l'entreprise. Et c'est la première méthode qui est sortie, qui est d'ailleurs déposée à l'INPI. Et cette performance globale, c'est d'être performant avec toutes les parties prenantes. Et donc, j'ai fait un travail de réfléchir comment est-ce que je pouvais développer la performance avec toutes les parties prenantes. Donc, c'est les méthodes du CJD qui m'ont lancé. Et après, j'ai travaillé comme ça progressivement. Et donc, aujourd'hui, quand on a de nouveaux salariés, on fait à nouveau des distributions de parts gratuites au fur et à mesure. Et puis, quand les salariés partent, on les rachète. Voilà, on a ce jeu-là. Quand on parle de partage de la valeur, et on en parle beaucoup en ce moment, j'ai eu la chance d'être invité à discuter de ça avec Elisa Borne et puis Olivier Dussopt récemment, eh bien, moi je pense que le partage de la valeur, le partage de la responsabilité, ça impose le partage du capital. Et pour toi, le lien entre cette gouvernance et ce partage de la valeur
avec la transformation des organisations face aux enjeux climatiques et environnementaux, c'est quelque chose qui est indissociable? Oui, en fait, les premières années, je me suis beaucoup engagé sur l'écologie, parce que dans les début des années 2000, c'est vraiment là où je me suis rendu compte de l'urgence. Et j'ai commencé à effectivement transformer l'entreprise, transformer son offre pour aller vers plus de sobriété, transformer ses méthodes et faire des conférences un peu partout pour essayer d'emmener un maximum de chefs d'entreprise dans cette démarche. Mais je me suis rendu compte que dans mon entreprise, j'étais un peu le cheval blanc seul devant. Alors les gens suivaient, hein, parce qu'ils étaient dans la carriole, et puis ils me faisaient confiance finalement. Mais je me rendais compte que dans le discours, avec les clients, il ne changeait pas tellement. Dans la façon d'approcher, dans la façon de travailler, etc. Et donc cette association, je me suis dit, c'est qu'il faut plus les associer à la stratégie, plus les associer à la réflexion. Donc on a travaillé tous ensemble les stratégies. On a regardé notre stratégie au regard des objectifs du développement durable. On a regardé les objectifs sur lesquels on avait un impact positif, et qui était notre force, ceux sur lesquels on avait un impact négatif et qu'il fallait qu'on amenuise. Et puis, on a aussi regardé les ODD qui étaient importants pour eux personnellement. Et ça a guidé aussi une politique de partenariat local et national sur un certain nombre de causes, comme la santé, l'éducation, l'insertion, et puis le développement durable, enfin, on va dire la consommation responsable, la consommation et la production responsable. Parmi tous ces impacts environnementaux, l'impact qui est le plus mesurable dans votre activité, c'est la consommation d'eau? Alors, nous, on va dire on a beaucoup travaillé effectivement sur nos utilités. On a réduit de 50% notre consommation d'eau en développant des procédés qui étaient sobres en eau, ou même en n'utilisant pas du tout d'eau sur certains procédés. On a réduit notre énergie de 30%, notre consommation énergétique de 30%. C'est encore mieux depuis cette année puisqu'on est passé en géothermie au niveau des énergies. Et là, on est en train d'installer des panneaux photovoltaïques, ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, on sera en autonomie énergétique. Donc voilà, on sera à zéro du coup. Et puis, on fait des choix. Hein. Ça fait quelques années maintenant qu'on est passé chez Enercorp, donc c'était déjà de l'énergie verte, on va dire. Enfin. Et puis on a donc ça, c'est des indicateurs qu'on suit, hein, qui sont très spécifiques. Mais on a aussi un indicateur plutôt de l'inclusion. Donc sur l'activité maintenance, on a pris l'habitude de recruter des gens qui n'avaient pas de diplôme, qui étaient un petit peu en échec vis-à-vis, et on les forme et on a une stratégie de les amener tous chefs d'équipe. Et donc on mesure un peu notre taux de réussite par rapport à ça, et on a de très belles réussites, et très récemment, et pour la première fois, on a recruté un sans-papier, donc ça a été un parcours du combattant pour lui faire obtenir des papiers, mais qui crée une dynamique dans l'entreprise qui est extrêmement positive, parce que c'est vraiment quelqu'un qui en veut, vraiment, c'est un ancien enfant des rues du Congo, de RDC, et il n'avait jamais été à l'école, donc il a une volonté d'apprentissage qui est fantastique et qui est enthousiasmante. Voilà. Merci Luc pour ton partage d'expérience. Claudine Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'association Social Cobiz, qui est une association rattachée au groupe Ares, qui est un groupe qui existe depuis 30 ans. Alors, juste en introduction, brièvement, le groupe Ares, quelle est sa raison d'être ? La raison d'être du groupe Ares, c'est que nul n'est inemployable. Et finalement, notre mission, c'est d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi pour les accompagner dans la résolution de leurs défis sociaux, pour leur permettre de retrouver du travail. Et donc, on a pour cela une quinzaine de structures d'insertion par l'activité économique, ainsi qu'un certain nombre de dispositifs d'accompagnement qui ont cette vocation-là. Et alors, dans cette mission, l'association Social Cobiz a une approche qui lui est propre, qui est celle de créer des joint ventures sociales. Déjà, tout le monde ne sait pas nécessairement ce qu'est une joint venture. Qu'est-ce qu'une joint venture, et encore plus, qu'est-ce qu'une joint venture sociale ? Effectivement, Social Cobiz est une association qui a été co-créée par le groupe Ares
et Vitamine T il y a quelques années maintenant, plus de 5 ans, justement pour capitaliser sur des expérimentations qu'ont porté le groupe Ares et Vitamine T, constituant à justement créer des joint ventures sociales. Qu'est-ce que c'est? Avant tout, une joint venture, c'est le principe d'associer des acteurs pour co-créer ensemble une structure. Pourquoi ici on parle de joint venture sociale? Eh bien, pour nous assurer que l'objet social soit bien au cœur de la structure qu'on est amené à créer. Et si je dois vous décrire en 3 mots ce que c'est une joint venture sociale, eh bien c'est le principe d'associer des acteurs avec des expertises complémentaires, donc une entreprise avec son savoir-faire métier, une association avec son savoir-faire social, et qu'ensemble, elles créent une structure à finalité sociale qui a un modèle économique pérenne et s'appuie sur ses expertises. Et dans quel cadre ces JVS sont initiés? Est-ce que vous avez des associations et des entreprises qui viennent vous voir pour être accompagnées dans ce processus? Est-ce que c'est vous qui initiez ces mises en relation? Alors, la finalité de Social Cobiz, c'est d'accompagner des acteurs, que ce soit des entreprises ou des acteurs de l'ESS, à monter ce type de projet pour apporter justement une méthodologie, un cadre de travail et justement les grandes questions structurantes qu'on peut se poser pour créer une joint venture sociale. Après, qu'est-ce qui peut pousser une entreprise ou un acteur de l'ESS comme Ares à s'engager dans une joint venture sociale? Eh bien, c'est de pouvoir, pour une entreprise, aborder la question des recrutements. Aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre est un vrai sujet et en fait s'adosser avec des acteurs de l'insertion et de l'ESS au sens plus large permet d'adresser cette question-là, la question de la transition écologique aussi. Comment est-ce qu'on peut transformer, faire évoluer sa chaîne de valeur en travaillant davantage avec des acteurs de l'ESS, en créant de la valeur interne. Et pour un acteur de l'ESS, eh bien, c'est s'appuyer sur un savoir-faire métier, c'est pouvoir aussi se professionnaliser sur de nouveaux secteurs qui peut être un vrai challenge. En termes de gouvernance, quel dispositif est mis en place pour que le rapport entre une entreprise privée, une association d'intérêt général ne soit pas trop canalisé, capté par l'activité économique sous-jacente? Déjà, le modèle de joint venture sociale n'est pas un statut juridique, c'est un principe, c'est un concept. L'idée derrière, ça va être de travailler sur des statuts d'entreprise pour justement vérifier, s'assurer de l'équilibre des rôles et responsabilités entre l'entreprise et l'acteur de l'ESS. Et donc, en fait, dans la répartition du capital, parce qu'on est souvent sur des SAS, c'est la forme la plus couramment utilisée pour les joint ventures sociales, on va s'assurer que la participation de l'acteur associatif est à minima 50%, voire légèrement majoritaire. On peut citer brièvement juste un exemple de JVS? Bien sûr, je vais vous parler d'une qui génère un attachement particulier parce que j'en ai été la directrice pendant 5 ans, c'est Logins. Logins pour logistique d'insertion, qui est une joint venture sociale entre Ares et historiquement Norbert d'Entresangles, qui est maintenant GXO, et qui a justement pour vocation d'accompagner des personnes en situation de handicap via les métiers de la logistique pour leur permettre de retrouver un travail à l'issue de leur parcours chez Logins. Et finalement, c'est une belle illustration puisque Norbert d'Entresangles, maintenant GXO, apporte son savoir-faire métier, la logistique, et Ares son savoir-faire social, l'accompagnement socio-professionnel. Et ce trait d'union entre les deux univers, acteurs économiques et associations, qui correspond à l'esprit de convergence et au faire alliance dans les territoires, est-ce qu'il est aujourd'hui sur une dynamique qui prend de l'ampleur ou est-ce que ça reste encore aujourd'hui plutôt un signal faible ? Alors évidemment qu'on parle aujourd'hui d'un nombre assez restreint de structures qui ont été créées sous le format de joint venture social, mais on voit que c'est un modèle qui prend. Il y a de plus en plus d'acteurs, que ce soit des entreprises ou des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des territoires qui veulent promouvoir ce type de modèle sur leur territoire. Et donc c'est quelque chose qui prend du poids et on voit que c'est un modèle gagnant-gagnant. Et je pense que c'est là où je voulais mettre l'accent. L'objectif d'une joint venture sociale, c'est justement de repenser le format de la coopération dans une logique où l'entreprise a aussi un vrai intérêt et des enjeux stratégiques à collaborer avec l'acteur de l'économie sociale et solidaire. Et ce n'est pas uniquement de la charité ou du mécénat. On sort vraiment on change de paradigme. Très bien. Merci beaucoup Claudine pour ce retour d'expérience. Avec plaisir, merci à vous.